je m'appelle Julien Sansonance, je suis un écrivain vaudois établi en Valais depuis une dizaine d'années. Et puis j'ai publié un certain nombre de romans, un essai également sur l'anticommunisme dans le canton de Vaud. Et puis j'ai également publié la biographie de mon chien. Je pense que l'écriture, il y a un rapport au fait de transmettre finalement quelque chose, de transmettre à ceux qui viennent après. Moi j'ai ça quand même en tête quand j'écris. Il y a peut-être quelque chose d'orgueilleux finalement de vouloir un petit peu laisser une trace de son passage finalement, qui est court, dont il faut tirer parti, si possible, le mieux possible. Et je pense que l'écriture a un rapport avec cette transmission. Je le sens d'autant plus que je suis père de famille. Ça a encore amplifié cet intérêt finalement pour la transmission. Et puis je pense que les hommes de toujours ont eu besoin d'écrire finalement, de raconter leur vie, leur monde finalement. On retrouve des textes très anciens comme ça qui parlent de ce que les gens vivent. Il y a quelque chose d'inné, je pense, dans l'homme, dans un besoin de transmettre pour la suite. Elle était assez importante, effectivement. J'ai lu assez tôt. Je demandais à mes parents qu'est-ce qu'il y a écrit, enfin ceux qui m'ont raconté, je m'en souviens pas, mais surtout des publicités. On apprend à lire par la publicité, étonnamment. Avant l'école, bien sûr. Et puis, oui, la lecture était importante. On était toujours entouré de livres, aussi bien chez mes parents que chez mes grands-parents. Le fait d'avoir des bibliothèques qui sont... voilà, pour moi c'était naturel, disons, d'aller piocher dans la bibliothèque, d'aller chercher soit des bandes dessinées, soit des livres. D'abord des livres avec des images, et puis ensuite de moins en moins. Mais oui, je crois que la bibliothèque est d'abord un bel objet décoratif qui habille comme ça un appartement, et puis le fait d'avoir un accès facile et rapide aux livres, je pense que ça aide aussi, ça décomplexe peut-être un peu le rapport aux livres aussi. C'est vrai que si on n'a plus que des livres sous forme de format PDF, je sais pas. On nous a expliqué que c'était l'avenir du livre. On est un peu revenu, je pense, de ce type d'idée. Le bon vieux livre papier fait de la résistance. Et ce qui n'était pas forcément gagné il y a encore 10 ans en arrière. Rappelez-vous les liseuses, d'autres modèles aussi où on louait des livres par Internet, etc. On ne possédait plus l'objet finalement, l'objet physique. Et puis les gens en fait sont attachés aux objets physiques. On le voit aussi avec les vinyles par exemple. Les gens aiment les vinyles, ce qui est complètement anachronique. Et pourtant on aime toucher les choses. Et voilà, c'est pas très original, mais j'aime toucher les livres. Ouais. Beaucoup de gens aiment ça, les sentir, ils ont une odeur aussi. Oh bah, le Valais, j'y habite depuis une dizaine d'années maintenant. C'est d'abord des relations c'est des souvenirs agréables, le Valais d'enfance, de vacances en fait, de week-end. On faisait partie de ces gens qui sont dans les bouchons le dimanche soir sur l'autoroute là. Les bouchons qui étaient beaucoup moins étendus il y a 30 ans en arrière qu'aujourd'hui. C'est devenu très spectaculaire. À l'époque ça l'était, mais à l'époque on disait bon il faut partir quand même avant 6 heures parce qu'il y a les bouchons. Maintenant c'est plutôt faut partir avant 14 heures quoi. Donc c'est devenu plus compliqué. Cela dit, voilà, c'est des premiers souvenirs de moments agréables, de ski. On avait la chance de pouvoir aller skier de temps en temps en Valais, donc c'était très chouette. Et puis ensuite, depuis que j'y habite, c'est naturellement tout à fait différent. Ma fille est scolarisée en Valais, donc elle est plus valaisanne que moi d'une certaine manière, mais ça manque définitivement dans ce canton. Qualité de vie en Valais exceptionnelle. Il n'y a pas que des bons côtés, mais comme partout, on ne peut pas tout avoir. Vous ne pouvez pas avoir à la fois les commodités d'une grande ville, l'offre culturelle d'une très grande ville, la tranquillité, le cadre idyllique d'un canton comme le Valais. Donc il faut faire des choix et des compromis qui évoluent aussi, je pense, au fil des étapes de la vie. Peut-être qu'à 20 ans, j'aurais pas forcément aimé habiter en Valais. À 42 ans, c'est exactement ce qui me convient.
Je pense que tout cadre a toujours une influence, qu'elle soit assumée ou non, hein, qu'on la ressente ou non. Je suis très sensible au décor, d'ailleurs ce livre n'est fait que de décors en fait et de paysages, hein. Donc évidemment que l'endroit où on vit a une influence, même si ce livre ne parle absolument pas du Valais, l'action n'est pas située en Valais. Néanmoins, je pense que le lieu de vie exerce forcément une influence. Alors, quelle est cette influence? Je ne sais pas exactement. La maison aussi, hein. Écrire quand on est en vacances, écrire quand on est chez soi, c'est évidemment tout à fait différent et ça produit sans doute une œuvre un petit peu différente. Donc oui, l'influence, elle est certaine. Elle l'était alors très clairement pour mon livre précédent sur le temple solaire, qui là pour le coup se déroulait en Valais. Donc je suis allé sur place à Salvan, etc., pour ressentir un petit peu ce qui restait comme trace, hein, au sens propre comme au figuré. Mais voilà, même pour un livre comme ça, le fait de l'avoir écrit en partie en Valais, je pense à jouer. Ouais. Pas vraiment, non, pas vraiment. J'écris en réalité quand j'ai le temps, hein, ce qui est le lot de la plupart des écrivains en Suisse. Des écrivains amateurs, en tous les cas, il y a peu de professionnels, très peu, de gens qui peuvent vraiment vivre de leur plume. Donc, j'ai pas le luxe de pouvoir avoir des rituels d'écriture. En réalité, c'est plus des moments comme ça. C'est une écriture assez précaire, en réalité. Je me plains pas, hein, c'est pas du tout. C'est une situation enviable de pouvoir écrire. Simplement, c'est vrai que quand on travaille à plein temps, à 100%, on élève une fille aussi. Enfin, tout ça fait qu'il manque du temps, fatalement. Donc, je fais une écriture, je pratique une écriture qui vise un peu à boucher des trous aussi, hein, qui vise à optimiser un peu le temps. Il y a des éléments logistiques aussi dans l'écriture. Ouais, tout à fait. Mais ça, encore une fois, c'est surtout pas pour m'en plaindre. Et puis, mon cas n'est évidemment pas isolé et particulier. C'est le lot de tout écrivain amateur. Certains écrivent le matin très tôt, d'autres écrivent le soir. Pour ma part, je suis plutôt du soir, en tout cas en ce qui concerne l'écriture. Et puis, du week-end, du dimanche, écrivain du dimanche. Les livres lus au gymnase, oui, ont été... peut-être moins pour les livres eux-mêmes que pour la période, hein. C'est vraiment ces périodes d'adolescence où il faut être bien conseillé. C'est aussi le rôle, je pense, des professeurs à tout âge, mais en particulier à cet âge-là, hein, et il reste, voilà, ces littératures restent, des Milan Kundera, ça reste, hein, que j'ai lu à cette époque, des classiques aussi, Balzac, Flaubert, cette littérature-là, littérature française classique. Et puis un peu plus tardivement, beaucoup d'auteurs des éditions de Minuit, qui font des choses très intéressantes. Je pense à Christian Auster, qui a été une des sources d'inspiration aussi pour ce livre. Echenoz, ces auteurs Minuit me plaisent beaucoup. Il y a une patte comme ça, Minuit, qui est intéressante. Houellebecq aussi a été une source d'inspiration plus tardive. Un peu moins aujourd'hui, mais il l'a été il y a une dizaine d'années. Quand il était vraiment novateur et quand il avait vraiment des choses à dire. Ce qui est peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui. En tout cas, son dernier roman est peut-être pas aussi bon que les précédents et certainement pas aussi bon qu'Extension du domaine de la lutte. Voilà, certains auteurs. La littérature américaine aussi, hein, il y a des choses très très intéressantes. Paul Auster, La Conjuration des imbéciles aussi. Alors ça, on est plus dans quelque chose de comique, mais c'est un grand livre, hein. Et puis quand on connaît l'histoire de son auteur, effectivement, qui a tout tenté pour le publier, qui a jamais réussi et qui s'en est suicidé. Sa mère ensuite a repris son manuscrit et c'est un des grands livres de la littérature américaine du XXe siècle, quoi. C'est monumental. Donc voilà, c'est un petit peu ces inspirations-là. Effectivement, il y a de la littérature suisse aussi, bien sûr. Ramu, que j'ai lu aussi au gymnase. Et puis un livre de Fritz Zorn, Mars, l'unique livre de Fritz Zorn, ou peut-être qu'il en a fait un deuxième avant, mais je pense pas, qui est un livre qui parle de la Suisse d'une manière désagréable, en fait, dérangeante.
Et comme j'aime bien les livres qui dérangent, ça grince un peu. Mars a été un livre qui a produit un certain choc à l'époque. Hein. Je l'ai relu il n'y a pas très longtemps, il a sans doute un petit peu vieilli. C'est plus tout à fait cette Suisse-là dont on parlerait aujourd'hui, mais ce portrait comme ça au vitriol de la bourgeoisie zurichoise aisée des années 70, et c'est remarquable. C'est vraiment un ouvrage de sociologie remarquable. La personnalité valaisanne, vivante ou décédée, que vous admirez le plus? Ouais, alors ça c'est une bonne question. Je vais pas me risquer à citer une personnalité vivante. Pour en rester dans la littérature, alors je l'admire pas particulièrement, mais c'est quelqu'un que j'aime bien lire, Maurice Chapa par exemple. Hein. J'admire son combat écologiste avant l'heure. Hein. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a parlé de la spéculation, qui a parlé aussi de la destruction finalement du milieu naturel au profit d'intérêts immobiliers. Avant tout le monde, je sais pas, mais en tout cas il l'a fait dans les années 70, il a été terriblement attaqué. Hein. Rappelez-vous des unes de Nouvelliste de l'époque, c'était vraiment... Donc il y a un côté anarchiste et rebelle chez lui qui me plaît bien, et puis il se trouve que c'est un très bon écrivain aussi. Hein. C'est pas seulement quelqu'un qui avait des idées, mais c'est quelqu'un qui savait les mettre en forme. Et son dernier livre, La pipe qui fume et prie, sauf erreur de mémoire, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment une espèce de retour comme ça, apaisé sur une vie. Une existence riche, hein, à Paris, en Valais, au Chable. Donc oui, Maurice Chapa est un exemple littéraire parmi beaucoup d'autres. Une personnalité valaisanne qui a marqué, en tous les cas. Et j'espère qu'on parlera encore longtemps de Maurice Chapa en Valais, ce dont je ne doute pas. Donc Septembre éternel, un livre sur la France. Sur la France d'aujourd'hui et la France des 50 dernières années, en fait. Périple à la fois personnel et collectif, des destins comme ça qui se rejoignent, hein. Le destin d'un libraire et puis le destin du pays. Alors ça paraît grandiloquent comme ça, mais enfin c'est cette idée de trajectoire. En fait c'est un livre qui se base un peu sur des trajectoires. Ce matin du 22 mai 2019, je me suis réveillé tôt, j'ai tiré les rideaux et j'ai allumé France Inter. Les événements se poursuivaient, j'avais entendu la veille que certaines portions d'autoroute avaient été coupées par les manifestants. Le journaliste n'avait pas précisé où ces actions s'étaient déroulées et dans le doute, j'ai décidé d'emprunter les départementales pour monter à Paris. À vrai dire, blocage ou non, je n'aurais pas pris l'autoroute. Les péages étaient hors de prix et surtout j'entendais profiter de ce voyage pour traverser une partie de la France et voir du pays, comme on viendrait contempler les dernières lueurs rougeâtres d'un grand feu près de s'éteindre. Je monterai à Paris par le chemin des écoliers, j'avais bien assez de temps et sans doute trop. Les routes secondaires et leurs bordures, les dénivellations montagneuses et les traversées de forêts de chênes m'apparaissaient comme autant de promesses. Après tout, je ne voyageais plus si souvent, autant allonger l'expérience et en tirer peut-être quelques impressions. Après un café, j'ai allumé la télévision. Une séquence revenait en boucle, facsimilée d'autres images vues tant de fois. Un policier subissait l'assaut d'une dizaine d'émeutiers, l'homme était roué de coups, tentait de se protéger, le visage avant de chuter. Une masse humaine confuse fondait sur lui puis était dispersée par l'arrivée de collègues arrosant la scène de spray au poivre. Les assaillants enfuis, on apercevait les gendarmes former une sorte de toit de protection avec leurs boucliers. L'opération se déroulait, il fallait bien le dire, dans un grand professionnalisme, les gestes étaient précis. Ces hommes étaient visiblement entraînés. Quelques secondes plus tard, le blessé était tiré par les chevilles vers le bord de la chaussée, le groupe de CRS se déplaçant rapidement sous une pluie de projectiles divers. Depuis le début du mouvement des enchaînés, pareille scène avait envahi les écrans et les mobiles, qu'elles soient filmées du point de vue des manifestants ou des forces de l'ordre. YouTube regorgeait de vidéos plus brutales encore, elles y étaient diffusées sans les précautions que s'imposaient les grands médias, et plus l'action était sanglante, plus le nombre de visionnages augmentait. Sur la plateforme, les utilisateurs publiaient des bagarres de rue, des fusillades, des agressions gratuites ou des attaques de fauves contre des touristes qui rencontraient un réel succès. Je me souviens d'une séquence parmi d'autres. On y voit un homme debout dans la tribune d'un stade de football qui semble désert.
Il descend les gradins, puis surgit derrière lui un individu portant une pelle. Ce dernier lui assène un violent coup sur la tête. Le son de l'impact est terrible, on aperçoit le corps chuter lourdement et rouler sur plusieurs marches avant que le film ne s'arrête. Pourquoi n'avais-je pas coupé l'image ? Que signifiaient ces penchants sadiques qui poussent des dizaines, des centaines de milliers d'individus autour du monde à observer depuis leur chaise de bureau, leur canapé, un homme se faire fracasser le crâne ?